Bonjour à tout le monde pour être venu pour cette présentation, les présentations de cet après-midi. Nous avons eu ce matin deux super présentations édifiantes sur la texicométrie ou lexicométrie et application. Et cet après-midi, nous aurons deux brillantes présentations également qui vont être dans la lignée de ce que nous avons eu ce matin, sur une journée qui est consacrée justement à ces méthodes qui sont très utilisées d'analyse de corpus. Donc, de 13h40 à 14h30, de 13h30 pardon, à 14h30, nous aurons la présentation de M. Liégeois, qui nous vient du laboratoire TIL. Et de 14h30 à 15h30, nous aurons celle de Mme Drouin, qui nous vient du laboratoire Arteis. Donc, il n'y aura pas de pause cet après-midi, et donc, on finira un peu plus tôt, on finira à 15h30 et on se retrouvera demain matin pour la suite des présentations. Je sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Liégeois qui va nous présenter sa présentation sur la thématique bulletin météo télévisé et vulgarisation scientifique. Monsieur Liégeois, vous avez la parole. Merci beaucoup, Cyrinus, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vince Liégeois et je suis très heureux de vous pouvoir raconter un peu de ma recherche. Je suis un doctorant en sciences du langage à l'Université de Bourgogne, en co-tutelle avec l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf, en Allemagne. Maintenant, je suis dans la deuxième année de doctorat. Il me reste 2 années pour finir la propre recherche. Je m'occupe de la sémantique, la communication scientifique, plus spécifiquement le bulletin météo, une forme de vulgarisation scientifique, comme vous pouvez le voir sur le diapo, et la linguistique du discours. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ma thèse de doctorat et en particulier le rôle des données dans ma recherche et mon traitement des données. Je vous veux signaler aussi que le français n'est pas ma langue maternelle, comme vous avez peut-être déjà entendu. Je viens de la Belgique, mais de la partie néerlandophone, et par conséquent, je me veux déjà pardonner pour toutes les erreurs des langues faites dans ma présentation. Alors, je fais maintenant au deuxième diapo. Et voilà, vous voyez ici la structure. Bien, pour vous donner un peu de structure, ici, vous voyez ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je commencerai avec une petite introduction dans laquelle je vous vais dire un peu sur mon doctorat, le thème principal, objet de recherche, questions de recherche et tout ça. Après, je parlerai de ma recherche d'un point de vue archivistique, dans lequel je montrerai la recherche archivistique que j'ai faite dans la première année de thèse, les problèmes que j'ai connus, des observations générales faites. Suite au point de vue archivistique, le point de vue linguistique, c'est-à-dire le traitement déontologique, méthodologique et empirique des données. Et je finirai ma présentation avec une petite conclusion. Alors, l'introduction. Comme j'ai déjà dit, je suis intéressé à la communication scientifique et la linguistique du discours. Pour mon doctorat, je m'en occupe en particulier du bulletin météo télévisé, une forme de vulgarisation scientifique ou communication scientifique externe. Ça veut dire que des informations scientifiques sont communiquées au grand public, au public visé, un public moins connu avec la terminologie et les pratiques de l'Institut scientifique de la science. Et aussi une forme et ce bulletin météo qui est aussi une forme de discours spécialisé, vu que ce discours concerne la terminologie et les connaissances d'un domaine spécialisé, c'est-à-dire la météo. Eh bien, bulletins météo télévisés, ça veut dire qu'ils sont communiqués, qu'ils sont diffusés par les médias de masse, dans ce cas, la télévision. Et pour aller plus dans le détail, je regarde plus spécifiquement à l'évolution diachronique. Diachronique, ça veut dire historique, de ce type de discours spécialisé de 1978 à 1999, pour ce qui je travaillerai avec 2 langues, le français et l'allemand. Toutefois, l'évolution linguistique d'un tiers type de discours spécialisé, et bien sûr dans 2 langues, ça comprend beaucoup.
ça comprend trop pour analyser dans un doctorat, dans 4 années de recherche. Par conséquent, je vais regarder à une caractéristique spéciale dans ces vulgarisations scientifiques. Les éléments du langage courant comptent dans ce discours pour parler de la météo, comme vous pouvez le lire dans la question de recherche, vu que ce bulletin météo est une forme de vulgarisation scientifique destinée à un public des laïcs, un public pas scientifique. Ce n'est pas possible d'utiliser dans la communication seulement les catégories scientifiques. Par exemple, pour la météo, vous pouvez penser à perturbations, précipitations, anticyclones, dépression, ou d'écrire comme c'était, ou parler comme c'était pour un public spécialisé, un public des météorologues. Un texte scientifique de ce type sera trop compliqué, trop dur à lire, peut-être incompréhensible pour le grand public. Pensez-vous par exemple à un texte sur Covid-19 qui traiterait exclusivement du virus d'un point de vue virologique sans prendre en considération les connaissances du public visé. Ça sera difficile à lire et aussi pas invitant à lire. Par conséquent, une vulgarisation scientifique comme le bulletin météo ne peut pas seulement utiliser des catégories plus scientifiques, perturbations, anticyclones, mais il faut aussi utiliser des catégories, des éléments de la langue générale, le langage courant. Pensez-vous peut-être à des colocations comme grand soleil, grand beau et tout ça. Sont ces catégories courantes. C'est très difficile à comprendre le bulletin météo, mais de l'autre côté, si un présentateur météo utilise trop les catégories courantes, pensez-vous peut-être à un discours comme « Sabre de bois, des mots, autant de main, il pleut bergère, j'ai attrapé un truc » et tout ça. Le discours perd sa scientificité. Et par conséquent, ça me semble intéressant de regarder à la langue courante dans le bulletin météo télévisé. Et maintenant, nous passons au rôle des données, à l'importance des données. Les données, dans ce cas, les bulletins météo télévisés et leur langue. Pour faire une recherche qualitative et quantitative sur ces bulletins météo, il est important que les données ayant été bien conservées dans les archives audiovisuels. Tu peux aussi chercher pour donner les audiovisuels sur Internet, par exemple YouTube, Facebook, Twitter. Mais pour moi, il n'était pas suffisamment de données en ligne et c'est important d'un point de vue qualitatif. Sur l'Internet, les bulletins météo manquent des métadonnées, informations sur le présentateur météo, la date, la chaîne télévision correspondante et tout ça. Par conséquent, tu n'as aucune idée avec quelles données tu travaillerais et dans les archives audiovisuels, cette information est meilleure. Comme vous avez peut-être déjà lu dans le brochure de la semaine data, ma recherche est à la fois quantitative et qualitative. La question quantitative est combien des éléments du langage courant sont attestés. Et la question qualitative, pourquoi sont-ils attestés? Pourquoi sont-ils là? Ici, sur le diapo, je parle aussi d'une dimension statistique qui était importante pendant ma recherche pour données. Même question, combien des données sont disponibles? Très important aussi pour la représentativité statistique et aussi la dimension numérique. Comment sont-ils conservés? Par exemple, sont-ils numérisés, facilement consultables? C'est important pour l'organisation pratique et financière de ma recherche et finalement une dimension archivistique. O'Neill était décrit avec des métadonnées dont les présentateurs, date, durée, que sont tous des cruciales variables pour une analyse empirique véritable. Pendant ma présentation, je vais vous parler de ces dimensions de deux points de vue, d'un point de vue archivistique et un point de vue linguistique. Le premier regarde les recherches physiques et numériques que j'ai fait dans les archives tout à l'heure. Ça ne concerne pas encore la langue des bulletins météo, mais c'est métadonnées et l'organisation de mon doctorat. Le deuxième, le point de vue linguistique, regarde l'implémentation des métadonnées dans mon analyse empirique. Je ne vais pas parler beaucoup des cadres théoriques que j'utiliserai pendant mon analyse empirique, car c'est déjà dans la linguistique une cadre théorique très spécialisée et très compliquée à expliquer. Mais si vous avez des questions à cet égard après ma présentation, je serai très heureux de les répondre.
Alors, les données d'un point de vue archivistique. Pendant la première année de recherche, la plus grande partie du temps a été consacrée à la recherche archivistique, c'est-à-dire à établir un panorama sur la disponibilité des données et à adapter ma propre recherche à ces données. C'est-à-dire, originalement, j'ai cherché pour bulletins météo télévisés de 1946 à 1999, et en 4 langues, le français et l'allemand, ils sont restés, et mais aussi dans l'italien et le néerlandais. Mais car j'ai vu que données étaient à peine disponibles avant 1978, raison c'était difficile à conserver ces documents bibliographiques, il n'y avait pas encore la technique, c'était tout des données physiques, il n'y avait pas de place, pas de magasin et tout ça pour conserver ces données bibliographiques. J'ai décidé de travailler avec une période de temps de 1978 à 1999, et vu que données étaient à peine disponibles pour l'italien et le néerlandais, ou pas encore numérisées, j'ai décidé de ne pas travailler avec ces langues. Pendant cette première année, j'ai aussi fait 2 séjours de recherche pour regarder et récolter les bulletins météo françaises à Lyon en août et à Paris en octobre. À cause du Covid-19, de la pandémie, toutefois, j'ai eu quelques problèmes avec ma recherche archivistique, des personnes qui n'étaient pas présentées dans les archives pour m'aider ou m'envoyer des données, des archives fermés, une longue liste d'attente quand les archives étaient de nouveau ouvertes. Concernant le récollectement des données, j'étais alors un peu derrière. Mais hier, j'ai eu la bonne nouvelle que, à cause des problèmes logistiques, j'ai une année en plus pour finir ma thèse. Et la phase suivante concerne maintenant la transcription des données, qui est le travail principal, le travail plus intensif de mon doctorat. Toutefois, je ne vais pas parler trop de la transcription des données, car j'ai seulement commencé à faire cette transcription en octobre. En plus, comment je dois faire cette transcription, ça diffère aussi grandement en fonction des capacités des archives. Parfois, c'est une transcription manuelle, parfois, c'est numérique, parfois, fait par des stagiaires, etc. Alors, c'est difficile pour faire une bonne panorama. Retour au travail archivistique maintenant. Quelqu'un qui veut rechercher des données audiovisuelles doit alors demander ces données chez les archives audiovisuels. Pour mon doctorat, je travaille avec 6 archives, 2 pour le territoire francophone et 2 pour le territoire allemand. Pour le territoire francophone, ce sont l'INATEC, qui a aussi quelques postes de consultation ici à Dijon, entre autres dans la bibliothèque universitaire, et les archives de la radio-télévision suisse pour la Suisse Romandie. Les archives audiovisuels de l'INATEC est la seule archive institutionnelle, la seule archive qui contient des données des différentes chaînes de télévision, des différents groupes de médias, France 1, France 2, la 5e, Eurosport, M6 et tout ça. Toutes les autres archives sont des archives commerciales pour un seul groupe de médias. Et pour l'allemand, je travaille avec les archives de l'NDR, Norddeutscher Rundfunk, y compris le Tagesschau par exemple, et du ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen, y compris ZDF Heute, en Allemagne, et l'archive du LORF, Österreichischer Rundfunk en Autriche. Partout ailleurs, j'ai travaillé très intensif avec les 2 archives françaises, pas encore beaucoup avec les archives allemandes. Mais toutes ces archives ont des autres règles, des autres programmes informatiques, des autres possibilités, des autres difficultés que, parfois, peuvent être problématiques pour moi. Par exemple, par des motifs juridiques, ce n'est pas toujours possible pour moi d'avoir ou de télécharger les données. Même comme c'est fait, parfois, ce n'est pas possible d'avoir ces données. C'est bulletin météo gratuit. Et tout ça est important si je veux bien organiser la recherche. Dois-je aller aux archives ou non? Peux-je rester à la maison et pour travailler avec les bases de données? Et c'est pour ça que j'aimerais vous raconter un peu plus de cette dimension archivistique, souvent sous-estimée dans la linguistique elle-même. À cet égard, 3 questions sont bien importantes. Combien de bulletins météo ont été conservés? C'est la dimension statistique. Ma recherche a à la fois une composante qualitative et un component quantitatif. Et pour ce component quantitatif, c'est important que j'ai suffisamment de données pour avoir une représentativité statistique. Si demain je trouve seulement 15 bulletins météo en français pour l'année 1987, ce sera bien problématique. Deuxième question, comment sont les bulletins météo conservés? Alors la dimension numérique,
C'est important pour l'organisation de mon doctorat. Si ces données sont seulement disponibles comme des données physiques, ça prendra beaucoup de temps pour venir aux archives, mais aussi pour les transcriptions, par exemple, et avec des métadonnées ou pas. Et pourquoi les bulletins météo ont-ils été conservés? C'est la dimension institutionnelle, la raison pourquoi les bulletins météo ont été conservés par loi, car il y avait un bulletin météo particulier, car il y avait une situation météorologique particulière, et tout ça. Alors, voyons tout cela un peu plus en détail, avec d'abord le territoire francophone, avec l'INATEC et les archives de la radio-télévision suisse. Pour répéter, l'INATEC est une archive institutionnelle, la seule archive institutionnelle de mon corpus, et cet archive a alors des données pour toutes les chaînes télévisées de France. L'INATEC a conservé les bulletins météo systématiquement à partir de 1978. Je ne vous donnerai pas des nombres exacts, car avec 22 années, beaucoup de chaînes de télévision, je n'ai pas un nombre exact. Beaucoup de temps, les bulletins météo ne seront pas trouvables avec les mots-clés de bulletin météo, météo, prévision météo, mais avec un bulletin déneigement ou le nom du présentateur météo. Alors, donner un numéro exact est impossible. Toutes ces données sont aussi numérisées, mais seulement accessibles sur place. Ça peut être ici à Dijon, mais parfois aussi à Paris, Lyon. Et elles ont été conservées par des motifs institutionnels. Ça veut dire que c'était obligatoire par loi. Pour les archives de l'RTS, en revanche, les données sont seulement été conservées à partir de 1989. Elles sont aussi numérisées, mais consultables en ligne, qui est bien, et aussi conservées par des motifs institutionnels. Concernant ces motifs institutionnels, je le trouve bien intéressant de vous signaler que, à partir de 1987-1988, beaucoup de pays ont établi de nouvelles lois qui garantissaient la conservation des bulletins météo à cause du bulletin météo de 23 avril 1986, le fameux bulletin météo de Tchernobyl. Je pense ici présenté par Sophie Davant ou Nathalie Réouet. Dans plusieurs pays, les présentateurs météo n'ont pas dit la vérité, la situation météorologique réelle, avec après des grands débats sur ce fait. Et pour ça, beaucoup de pays, la Suisse, mais aussi la Belgique, l'Italie, ont décidé de mieux conserver les programmes télévisés pour, si nécessaire, contrôler la vérité ou l'éthique du discours. Alors, pour ce qui est des bases de données, ici, par exemple, vous voyez la base de données PCM, qui est une des bases des données de l'INATEC. C'est cette base de données avec ce qui est possible de travailler dans les postes de consultation multimédia dans la bibliothèque universitaire de la lettre et aussi dans la bibliothèque patrimoniale et d'études de Dijon. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, j'ai cherché ici pour un programme météorologique avec le nom Journal du Temps, mais c'était seulement enregistré ici et pas possible de les consulter dans cette base de données. Alors, pour pouvoir voir et travailler avec ces autres données, comme le Journal du Temps, je dois travailler avec une autre base de données, la base de données Hyperbase, qui a déjà une ère un peu plus compliquée. Toutefois, cette base de données est seulement disponible dans les archives audiovisuelles de Paris, dans la Bibliothèque nationale de France, Lyon, Toulouse, Rennes, Lille, Marseille et Strasbourg. Motif pour ce qui j'ai fait des études de recherche à Lyon et Paris cette année. Avec ces deux bases de données, PCM et Hyperbase, c'est pas possible de télécharger les documents pour des motifs juridiques. Et si je veux faire des transcriptions de ce que j'ai besoin pour ma recherche, je les dois faire manuellement ou avec une lightning cable, avec ce qui je connecte l'audio de l'ordinateur, de l'INATEC avec mon propre laptop. Et ici, une capture d'écran de la base de données de la radio-télévision suisse. Cette base de données est disponible en ligne. Ici, j'ai fait une recherche avec le mot-clé météo. Et à gauche, vous voyez que j'ai trouvé beaucoup de données dans les années 90, 1239 en total. Et avec cette base de données, c'est bien simple. Je dois cliquer sur les différents files pour écouter et regarder les bulletins météo et pour lire les métadonnées. La même chose applique pour les premières deux bases de données, PCM et Hyperbase. Tout ça pour le territoire francophone. Nous allons maintenant au territoire allemand. En ce qui concerne la question combien de bulletins météo ont été conservés, nous verrons que dans les archives du Norddeutsche Rundfunk, données ont été conservées systématiquement à partir de 1973, mais vu que je travaille seulement avec des textes à partir de 1978, les 5 premières années ne sont pas intéressantes pour moi. Aussi, chez le Schweizer Deutsche Fernsehen, données ont été conservées systématiquement, mais à partir de 1980, 1981,
Et pour l'Autriche, les bulletins n'étaient pas conservés systématiquement, mais quelques données sont tout de même disponibles à partir de 1980. Comment sont les bulletins météo conservés? Ils ont toujours été numérisés, mais chez les ZDF consultables en ligne à Mayence. Heureusement, nous avons une belle coopération avec l'université là-bas. Les données des années 90 sont pour l'NDR consultables en ligne, mais les données d'avant, avant 1991, devront être, ainsi que les données de l'Österreichische Rundfunk, être envoyées par les propres archives. Et finalement, pourquoi ont-ils été conservés pour le Norddeutsche Rundfunk et le Schweizer Deutsches Fernsehen, toujours pour des motifs institutionnels, c'est-à-dire par loi, mais les motifs pour l'Österreichische Rundfunk sont encore inconnus. Alors avec ça, je peux faire un petit aperçu. En ce qui concerne la dimension statistique, sont, hormis l'archive de l'Österreichische Rundfunk, suffisamment des données disponibles pour faire une analyse statistique, une analyse avec représentativité statistique des deux langues, français et allemand. En fait, j'ai trop de données pour les pouvoir tous analyser et pour ce motif, j'ai décidé de seulement regarder le bulletin météo d'automne, septembre, octobre et tout ça. Et comme ça, j'ai aussi un corpus plus uniforme. Concernant la dimension numérique, toutes les données sont numérisées, mais parfois seulement consultables sur place pour les NATEC, les CTF, parfois téléchargées et parfois elles devront être envoyées par les propres archivistes. Finalement, la dimension institutionnelle du nouveau, hormis l'archive de l'Österreichische Rundfunk, sont toutes les données été conservées par des motifs institutionnels, c'est-à-dire par loi. Fait cet aperçu, vous voyez que maintenant j'ai une corpus avec une représentativité statistique, avec des données qui sont plus ou moins faciles à consulter, aussi pour faire les transcriptions, et trois, dans ce qui la majorité des données a été conservée par des motifs juridiques. Toutefois, comme j'ai déjà dit, j'ai aussi travaillé avec des archives en Belgique, Italie et les Pays-Bas pour l'italien et le néerlandais. Et là, la situation était totalement différente. Voyons tout ça un peu d'après. Ici, le territoire néerlandais, où là, les données n'ont pas été conservées systématiquement aux Pays-Bas et en Flandre seulement à partir de 1986 et pas encore numérisées. Ce sont des données physiques. Et si en Pays-Bas ou avant en Flandre, avant 1986, en Flandre, les bulletins météo étaient conservés, c'était pour des autres motifs. Car c'était des bulletins météo particuliers, les premiers bulletins météo d'un certain présentateur, une situation météo particulière. Je ne parlerai plus de ça à tout à l'heure. Les deux archives dans le territoire italien, l'archivio RAI et les archives RSI, Radio-Televisione Svizzera Italiana, où données n'ont pas été conservées systématiquement, et en Italie pas encore numérisées et en plus pas conservées par des motifs institutionnels. Par conséquent, j'ai seulement trouvé quelques données pour l'italien et j'ai pour cette langue pas un corpus avec représentativité statistique. Et enfin, je voulais encore dire quelque chose en plus sur ces bulletins météo conservés par des autres motifs. Et qu'est-ce que sont en fait ces autres motifs? Dans les bases de données néerlandaises et italiennes, beaucoup de données sont conservées pour deux motifs. Car c'était bulletins météo sur une situation météorologique particulière, ce qui résulte d'un bulletin météo avec une structure linguistique diverse, d'un bulletin météo avec une situation météo pas particulière, pas dangereuse, des bulletins conservés et aussi des bulletins conservés car c'était un bulletin météo particulier, par exemple le premier ou dernier bulletin météo d'un certain présentateur, parfois aussi avec une fête, chose pas typique pour ce type de discours. L'enregistrement d'un bulletin météo en extérieur. J'ai cité deux exemples de l'archive flamand ici, Peggy de Meyer dans un jardin au papillon, dans quel bulletin météo elle doit dire quelque chose sur ce jardin et pourquoi elle est là, et Georges Custer qui présentant le météo quand il sautait en parachute. Toutefois, c'était un cas extrême, car le bulletin météo n'était pas compréhensible avec les rumeurs de l'avion et le présentateur qui essaierait de présenter pendant sa saute, chose pas bien pensée par la rédaction, et bulletin météo autour d'un événement spécial, par exemple du nouveau prix de l'archive flamand, un bulletin météo pendant la guerre du Golfe, avec aussi la prévision pour le Moyen-Orient et une langue militaire utilisée métaphoriquement pour parler de la météo, et un bulletin météo, le bulletin météo pendant la Coupe du Monde, et j'ai trouvé, je pense, 30 bulletins météo conservés à cause du Coupe du Monde de
1994 avec des structures particulières. Par exemple, ici, un bulletin météo présenté par deux présentateurs qui ont commencé leur bulletin en chantant « Olé, 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 we are the champions, we are the champions ». Et bien sûr, ces structures particulières sont attendues pendant une analyse des bulletins météo, mais ici, il était surreprésenté et pas possible pour faire c'était pas possible pour moi pour faire une analyse contrastive. Et en conséquence, ce n'était pas possible de travailler avec ces langues ou ces données. Et comme ça, je passe à la point de vue linguistique sur mes données, sur les bulletins météo, ce qui concerne alors la partie qualitative de ma recherche. La question pourquoi certaines données sont là, pourquoi certains éléments du langage courant sont présents. Alors, d'un point de vue linguistique, il est important de prendre en considération la dimension archivistique et plusieurs informations autour des différents textes pour pouvoir faire une analyse linguistique approfondie. Toutes ces informations, ces métadonnées, sont des importantes variables pour les analyses linguistiques, présentateur, durée, etc. Des variables qui peuvent, en ce qui concerne la dimension qualitative de ma recherche, des variables qui peuvent aussi influencer ou expliquer la variation trouvée dans mon corpus, c'est-à-dire l'utilisation des éléments du langage courant, grand soleil, beau soleil, en particulier dans la linguistique du corpus, ces variables, appelées aussi ici métadonnées, ont fait un rôle important pour expliquer les différents faits linguistiques. On va tout là, plus en détail. Avec la première set de métadonnées que j'utiliserai pendant ma analyse, comme exemple, j'ai utilisé un bulletin météo du corpus suisse, c'est-à-dire trouvé dans l'archive du radio-téléviseur suisse, présenté par Maria Metral pendant le téléjournal. Très logique. Ici, la date, le nom du bulletin météo dans l'archive audiovisuel, téléjournal phare, le code ouiprien. Ce n'est pas important pour l'analyse qualitative, mais très important pour référencer les sources, pour la dimension déontologique. Le présentateur, Maria Metral, la durée du bulletin, 3 minutes 56 secondes, l'exhaustivité, si le bulletin météo est conservé complètement ou non, et le support, vidéo avec audio ou seulement audio, ou seulement vidéo, non, seulement audio, et dans ce cas, vidéo avec audio. Et avec ces métadonnées, c'est bien simple, je peux regarder quand j'ai trouvé certains éléments du langage courant, par exemple une expression plus expressive, si elles sont plus trouvées avec certains présentateurs, si c'était plus fréquent au début ou à la fin d'une période considérée, etc. Même chose pour la durée. Dans un bulletin plus bref, ce serait peut-être plus facile de parler d'un grand soleil au lieu de donner une explication scientifique ou encore de parler du soleil, qui est plus bref de grand soleil. Et ici, la seconde partie, c'est incomplet. Quelles parties sont incluses dans les bulletins météo? Introduction, revue de la météo pendant la journée passée, situation actuelle, prévision, conclusion, autre partie, domaine, dans ce cas à moyen terme, mais il y a aussi à court et à long terme. Le format, partie du journal télévisé, d'un autre programme d'actualité, où il y a le bulletin météo, un programme indépendant, un transfert d'informations, avec un présentateur avec son mot audio, avec son mot texte, qui a fait la transcription, le créateur, dans ce cas moi, important d'un point de vue déontologique aussi. Et enfin, les autres remarques, dans ce qui je peux peut-être dire que c'était une situation météo très forte ou une situation météo particulière, de qui j'ai parlé avant. Même histoire ici, je peux regarder si les éléments du langage courant sont dus à l'appartenance du bulletin météo au téléjournal, un programme d'actualité ou sa identité comme programme indépendante. Aussi, par exemple, le transfert d'informations peut être un motif. Et naturellement aussi la situation météorologique particulière que je peux mentionner explicitement dans les remarques. Et ici, vous voyez une autre capture d'écran d'une de mes données documents Excel. Et je pense le document Excel avec les métadonnées sur les bulletins météorologiques de l'archive de la radio-télévision suisse. L'exemple dernier avec Maria Metral, y compris dans cet archive. Et je ne sais pas si c'est bien visible, mais ici, vous voyez la date du bulletin météo, le nom, présentateur, code. Alors, avec ces codes, je peux directement aller au bulletin météo dans l'archive numérique, support, de vidéo ici, exhaustivité,
Tous les données visibles ici sont complets, etc. Et avec ça, je passe à la conclusion. Comme j'ai affirmé avant, je n'ai pas parlé des programmes informatiques que j'utiliserai dans ma recherche pour faire transcription, pour l'analyse du corpus, car c'est beaucoup d'informations et en plus, je n'ai pas encore travaillé sur la partie empirique, c'est-à-dire j'ai encore à faire les premières analyses empiriques. Dans cet exposé, j'ai essayé de vous montrer l'importance du travail archivistique pour pouvoir faire une analyse linguistique véritable des points de vue quantitatifs, le nombre de données conservées, qualitatif, les métadonnées, et logistique, la conservation et consultation des données. J'ai montré que ces métadonnées, présentateurs, durée et format, sont des variables importantes qui doivent être prises en considération pour pouvoir faire une analyse empirique véritable. Cette observation est particulièrement vraie pour la linguistique du corpus, la forme de linguistique pratiquée dans notre laboratoire, le labo texte-image-langage. Toutefois, ce travail archivistique est sous-estimé en linguistique. Ils sont beaucoup de linguistes, aussi dans mes propres disciplines et cadres théoriques, qui ne savent pas comment ils devront travailler avec autant d'archives. Par conséquent, j'aimerais bien écrire une contribution sur le rôle des archives et d'archivistique dans la linguistique. Et voilà, le travail qui me reste encore à faire. D'une partie, c'est la transcription des données, ce qui est en fait le travail plus intensif encore à faire. Je n'ai pas parlé beaucoup de ce travail, que j'ai déjà commencé un peu. Comme j'ai déjà dit, parfois je dois faire la transcription en manière manuelle, mais souvent c'est numérique, avec par exemple une Lightning Cable. Parfois c'est aussi possible, quand je peux télécharger les documents, de les mettre sur YouTube et faire la transcription avec l'assistance de YouTube. Ça veut dire que YouTube fait des sous-titres que je peux télécharger comme PDF. Ce processus numérique n'est jamais parfait. Ce n'est jamais sans erreur et par conséquent, j'ai toujours besoin d'un type de contrôle, de travail manuel. Parfois, il y a aussi d'assistance par les étudiants de l'université qui font leur stage. Mais comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de variations à cet égard qui créent seulement de la confusion pour expliquer d'une manière plus profondue. Et outre ça, il y a encore l'analyse empirique pour ce qui j'utilise un cadre sémantique pas encore bien connu dans la France, mais déjà bien connu et bien testé dans notre université, la sémantique des cadres. Eh bien, c'est tout. Je veux vous remercier pour votre attention, votre présence. Et je remercie aussi Cyrus pour l'organisation de cette belle semaine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Liégeois. Je tiens à vous féliciter pour votre brillante présentation et surtout pour ce travail que vous avez fait durant les 3 premières années de votre thèse, qui est un travail conséquent en termes de regroupement des données, en termes de recherche des données, en termes de collection des données. Ce que vous avez fait de ces jours, vous l'avez dit dans votre présentation. On n'a pas eu vraiment de questions, mais moi j'en ai eu une par mail, parce que la personne n'arrivait pas à poser la question, mais cela va aller dans le sens de ma question également. Première chose, vos données quand vous les collectez, ok? Ou est-ce que vous les stockez? Vous les stockez, vous avez... est-ce que déjà vous les stockez sur votre ordi ou vous avez un endroit qui est dédié pour cela? C'est la première question. Alors, si j'ai encore stocké des bulletins météo dans mon ordinateur, c'est la question. Oui. Oui. Oui, j'ai encore fait ça pour l'archive du Norddeutsche Rundfunk, pour le Tagesschau. Toutes les données de 1991 à 1999 ont été conservées sur mon ordinateur. Mais le problème avec cet archive, que j'ai pas seulement le bulletin météo, mais tout le téléjournal. Alors, pour les télécharger sur YouTube ou quelque chose comme ça, je dois en première tailler, individuer le bulletin météo avec Windows Movie Maker ou quelque chose comme ça. Mais j'ai déjà quelques files sur mon ordinateur et aussi déjà quelques bulletins météo françaises transcrits pendant mes recherches à Lyon et à Paris que j'ai fait manuellement. Ok, ben donc en fait la question, cette réponse va entraîner une autre, parce que l'idée c'était de savoir, est-ce que si quelqu'un a envie d'avoir accès
à vos ressources, donc à vos données collectées pour reproduire une analyse ou faire un article ou un papier, est-ce qu'il faut se rapprocher de vous ou vous pouvez le mettre à la disposition des chercheurs qui nous écoutent ce soir? Ouais. Pour ces motifs juridiques, ce n'est pas possible de le mettre à disposition à autres chercheurs. Je peux peut-être demander aux archives, je peux dire, ah oui, j'ai un étudiant, j'ai un collègue ici qui veut aussi travailler avec ces données, mais normalement, ce n'est pas possible pour les données juridiques, pas possible de faire un hyperlink, un hyperlien dans ma thèse ou quelque chose comme ça, que je trouve bien, que je trouve, et je suis désolé pour ça. Non, c'est normal, on a pas mal de données. La question n'était pas une question piège, c'était, on a pas mal de données aussi comme ça où on peut pas mettre qu'on ne peut pas mettre à la disposition de la recherche sans passer par l'institution qui nous a donné les données. Donc, en fait, pour premièrement signer un partenariat, mais deuxièmement signer des accords de confidentialité. Donc, j'entends parfaitement. Donc, en fait, ce que M. Liégeois dit et ce que nous avons même avec Progetto, c'est qu'il va falloir justement échanger avec le partenaire pour voir si vous pouvez signer un accord avec lui pour pouvoir utiliser ces données. Donc voilà. Merci. J'ai une autre question parce que vous n'en avez pas parlé, mais vous avez brièvement évoqué cela dans la présentation. Vous m'avez dit que en tout cas, vous nous avez dit que vous ne présentez pas les programmes utilisés. Donc, je ne sais pas si vous avez fait déjà des analyses préliminaires. Et si oui, quel logiciel vous utilisez pour la transcription et le traitement de corpus? Est-ce que c'est parce que ce matin, on a eu la chance d'avoir une présentation par M. Hayden qui a monté, qui a créé en tout cas le logiciel TNSEM. Moi, je sais que j'ai pas mal de demandes. On a organisé depuis l'année dernière 2 formations en vivo. Également, on fait des formations, je suis en train de monter une formation en Eramutech. Donc, l'idée, c'était de savoir ce que vous utilisez, ce que vous conseillez pour ceux qui aimeraient utiliser et manipuler des données textuelles. Voilà. Oui. Je ne suis pas encore bien connu avec cette partie, cette dimension informatique. Mais oui, en effet, j'ai déjà fait quelques études de cas, quelques études avec une corpus plus petite, avec une corpus d'un certain nombre de textes. Pour ça, j'ai utilisé une corpus en ligne, Sketch Engine. Et sur ça, tu peux chercher. Tu dois simplement télécharger ton corpus, ton fil Word, ou peut-être aussi un hyperlien à une site web. Et après, tu peux faire des analyses, tu peux chercher pour les colocations, peut-être tu peux dire grand et soleil et tu trouves toutes les attestations de grand soleil, ou tu peux aussi dire, si je vais chercher pour soleil, combien de mots j'ai et tout ça, combien de substantifs, combien des adjectifs dans le corpus, quels mots sont spécialisés, quels mots sont plus rares, plus particuliers pour le français courant, ou quels mots sont beaucoup fréquents dans le français courant. C'est une tool plus simple, je pense, mais très effective pour les études, pour les enquêtes lexicographiques. Mais j'ai pas encore, mais je vais pas utiliser Sketch Engine pendant ma analyse finale, pendant ma analyse empirique, car oui, pour rechercher un texte aussi, la syntaxe, c'est pas bien, c'est pas adapté pour faire ça. Et alors, j'ai pas quelque chose d'autre à y ajouter, je pense. Ok, ben merci beaucoup pour votre présentation. Je vous remercie encore pour avoir accepté de présenter. En tout cas, votre présentation était très claire. Je tiens à réitérer en tout cas le remerciement de la message que vous connaissez bien de la direction et de la plateforme. Parce qu'en plus, M. Vince, il était en dehors pour la petite histoire et pour des difficultés de connexion, il s'est déplacé pour venir présenter. Donc vraiment, merci beaucoup. Et on aura le temps de se voir pour échanger sur différentes questions. Merci. Une autre question que je préfère dire, Madame Drouin aussi peut-être m'entend.
Il y a eu la captation vidéo, donc je demande déjà qu'elle soit, que vous permettiez, en tout cas que vous me dites si vous êtes d'accord pour qu'on l'utilise pour la mettre à disposition de tous les participants ou participants et d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes et qui aimeraient avoir accès à cette présentation. Ah oui, oui, c'est pas de problème, pas de souci pour moi. Et c'était un grand plaisir d'être ici et de pouvoir vous raconter quelque chose sur ma recherche. Merci beaucoup à vous. Nous en sommes honorés. Merci beaucoup et à très, très bientôt. Nous allons continuer avec la deuxième présentation qui était censée démarrer à 14h30. Je vais respecter peut-être l'heure de cette présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause d'un quart d'heure et je me reconnecte exactement dans un quart d'heure pour la présentation de Madame Aurore, qui va nous entretenir sur l'analyse du fonds documentaire avec des outils numériques, avantages et problématiques que cela peut poser. Donc, merci encore à Monsieur Liégeois et à tout à l'heure pour la présentation de Madame Droit. À tout à l'heure.